C'est avec vous qu'on terminera ce troisième arrêt du Livre Express régional. Donc, vous représentez la maison d'édition que vous avez créée, les éditions Angelard à Douai. Votre maison d'édition revendique une démarche militante depuis sa création. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle et comment elle est née? Laquelle, c'est un peu la même que Philippe Leleu. D'ailleurs, on se connaît un petit peu, Philippe. C'est moins qu'on puisse dire. Comment elle est née? Elle est née à plusieurs reprises. C'est-à-dire que j'ai une sensibilité pour les langues régionales en général. Donc, à commencer par celle que j'ai parlé étant petit dans les corons de Bruay, qui à l'époque était encore Bruay en artois, sans savoir ce que c'était que cette langue. On disait du patois, on disait que c'était mal parlé, surtout. On se faisait éventuellement frapper, d'ailleurs, quand on parlait des mots de patois en classe. J'ai reçu des coups de règle, je n'ai pas été le seul, il y en a eu pas mal. Ça générait des incompréhensions, ça générait une honte, la honte de l'accent qu'on traîne après, de l'insécurité linguistique. C'est pas très bon d'être dans une région où les gens sont convaincus qu'ils valent moins que les autres déjà, et dans une région qui n'est pas sans problème. Donc tout ça, ça crée déjà tout petit une sorte d'identité, et puis la fin des mines, un monde qui s'écroule, un monde qui disparaît, et donc qu'on doit oublier. Et c'est encore assez vrai aujourd'hui. On n'aime pas parler de ce monde qui a disparu. Et voilà, donc je me suis intéressé à ça. Alors pourquoi, j'en sais rien. Moi, ça, c'est chacun son parcours. J'ai acheté un livre de Guy Dubois, Les 2000 mots du patois de chez nous, quand j'étais encore au lycée, j'avais 15 ans. C'était en vente à la librairie du lycée. Puis j'ai vu qu'il y avait plus de mots dans le lexique que ce que je connaissais moi, parce qu'on parlait un patois un peu appauvri, certainement, on mélangeait le français. On n'avait pas vraiment la conscience que c'était vraiment une langue. Et en même temps, quand on partait en vacances avec les parents, on se rendait compte qu'ailleurs, on ne comprenait pas forcément très bien. Et puis, la vie allant, j'ai découvert qu'il existait d'autres langues régionales en France. C'est passé par le breton, bizarrement. Et puis, je me suis à un moment rendu compte aussi, alors il se trouve que je l'ai avec moi, je n'ai pas pris de bouquin parce que voilà, je suis pas chez moi, là je suis à l'université de Picardie. Mais je fais mes cours avec ce livre qui est vraiment fondamental, que je n'ai pas édité. Il a été édité en 1985 par la Maison de la Culture d'Amiens, qui s'appelle La forêt invisible, une anthologie de littérature picarde que j'ai acheté dans un salon du livre à la Couture. Il y avait un gros salon du livre à la Couture il y a quelques années. Et puis, ce qui m'a attiré vers ce bouquin, c'est qu'il est vendu comme ça en vérité. Enfin, il était vendu comme ça. Donc, il est une couverture tout à fait blanche et illisible. C'est normal puisqu'il s'appelle La forêt invisible. Donc, on ne voit pas ce qu'il y a dessus. Sous-titré au nord de la littérature française, Le Picard. Donc, c'est Jacques Darras qui avait piloté ce travail dans les années 80. Et en achetant ce bouquin, qui est une anthologie de littérature en langue picarde, j'ai découvert qu'il existait une langue picarde et que le patois, c'était du picard, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que je me suis un peu approprié cette culture. Et j'étais étudiant, j'ai assez vite créé une revue en picard. Et puis après, je suis un peu resté un pied dedans, un pied dehors, parce que la vie étant ce qu'elle est, j'étais étudiant, j'ai dû bosser, j'étais à nouveau étudiant, il fallait bien gagner sa vie. Et donc, j'ai eu plusieurs moments dans ma vie avec de l'édition, de plaquettes d'auteurs que je connaissais, qui écrivaient en picard, de la poésie essentiellement, jusqu'en 2007, où là, j'ai décidé de lancer une vraie maison d'édition, avec un salarié, et puis de publier en offset, de publier un peu plus, de faire des livres plus importants, mais toujours dans cette idée de donner de la visibilité, la forêt invisible, de donner de la visibilité à cette culture, donc à la langue, et puis aussi à la culture qui dépend de la langue, et puis surtout, Philippe a dit un mot intéressant, il a parlé, je crois, de l'esprit subversif des gens du Nord. C'est ce que tu as dit, Philippe, C'était subversif, ton mot? Oui, Je ne me suis pas carrément. trompé, subversif. Et ça, c'est un mot qui m'a plu énormément. Voilà. Ça m'a fait penser aux situationnistes. C'est le Nord, quoi. C'est la Hollande, c'est la Belgique, c'est le surréalisme, c'est quelque chose. C'est un peu notre moyen de nous défendre dans une société qui nous prend, quoi. Et on a très peu de liberté. Et par la langue, c'est la langue de la liberté. Ces langues régionales sont les langues de la liberté, ne serait-ce que par leur diversité, par la liberté qu'on a de les écrire comme on veut, de jouer avec des mots, de les enrichir. On ne va pas vous taper sur les doigts parce que vous n'avez pas mis le bon accent, pas le mauvais accent dans le mauvais sens, vous voyez. Donc c'est subversif parce que ça continue d'exister alors qu'on a déployé
énormément de moyens pour les faire disparaître, mais énormément de moyens. Il y a une notion de Pensez, résistance. pardon? Il y a une notion de résistance. Oui, c'est de la résistance. J'aime bien dire aux étudiants, mais rendez-vous compte le nombre d'heures de français que vous avez eu à l'école. Rendez-vous compte le nombre d'heures de français. Et on ne vous a pas demandé votre avis. Bon, après, c'est peut-être justifié, je dis pas, c'est pas ça, mais on ne nous a pas demandé notre avis, on nous a vraiment formaté dans un moule. Et là-dedans, nos langues, nos cultures, eh ben, elles n'ont aucune place. Il n'y a aucun enseignement des langues et des cultures régionales dans la région Hauts-de-France. Et on n'en parle même pas les langues, mais même pas notre histoire. Même pas notre histoire, voilà. Donc ça m'a paru, enfin, il y a longtemps, hein, c'est pas récent, hein, quelque chose contre lequel il me semble que l'édition, éditée, met en relation un auteur avec un public. Il y a des auteurs qui ont des choses à dire là-dessus, qui portent cette identité. Alors le mot identité est un mot compliqué, hein. Enfin, je l'utilise quand même, cette identité de nos régions, qui peut passer par la langue, mais qui peut passer aussi par l'architecture, qui peut passer par les jeux traditionnels. Hein. Le premier livre que j'ai édité, c'était un livre sur les jeux traditionnels Picardie, Flandre, Artois. C'est un livre qui est un peu un livre de référence. Et puis, je suis resté dans cette logique aujourd'hui de livre de référence. Et ce que je tiens surtout, c'est à ce qu'on rencontre les gens. C'est les gens qui m'intéressent, pas trop les bâtiments. Hein. Les bâtiments, c'est toujours un peu le pouvoir qui les construit, ce qui reste du moins. Par contre, les vrais gens, ça s'exprime par leur langue, par leur pratique, par leur façon de vivre. Et ça, il me semble que l'édition a un rôle à jouer dans cette continuité de ce patrimoine, parce que là, il s'agit d'un patrimoine, et aussi dans la continuité d'un patrimoine qu'on arrive à faire vivre. Alors, à un moment, on n'est plus vraiment dans le patrimoine. Hein. J'édite des livres en picard qui ne sont pas du tout patrimoniaux, qui sont des auteurs... je vous dis, je n'ai pas mes livres là avec moi, donc... j'avais prévu un PowerPoint, je ne sais pas si je peux partager mon écran, si j'y suis, Bien sûr, vous pouvez. si j'y suis autorisé par l'animateur de la réunion. C'est bon, je peux essayer? Adeline, c'est bon? Oui, vous pouvez normalement. Voilà, alors j'avais prévu, puisque je ne pourrais pas venir avec mes bouquins encore une fois, je vais essayer de faire défiler très rapidement. Voilà, donc ça, c'était le premier livre que j'ai édité, c'était des jeux traditionnels, suivi des jeux d'estaminet de Flandre. C'est la rencontre avec un auteur, hein, Dominique Lobjoie, que je connais bien. Hein, c'est aussi ce qui fait mon travail d'éditeur, c'est que ça s'appelle Angelard Édition parce que ça tourne autour de ma personnalité. Hein, je suis intéressé par ça et c'est ma vie, hein, c'est mon engagement personnel, professionnel. Et donc, je rencontre des gens autour de moi qui ont des compétences et j'ai envie de travailler avec eux parce qu'on s'entend bien et qu'on a un objectif commun, simplement. Vite pêche en baie de Somme, je ne sais plus ce que je voulais vous montrer. Oui, surtout voilà, ça c'est des livres en picard, mais je voulais surtout vous montrer. Voilà, ça c'est des livres en picard qui ont été écrits l'année dernière et cette année. On n'est pas dans le livre en patois traditionnel. Voilà, ça parle de tout, sauf du passé de la région, sauf du monde industriel, sauf des mines, sauf des paysans. C'est quelqu'un qui a des choses à dire. L'auteur Régis Le Cieux, il est comme moi, il est né à Béthune, bon, mais ça c'est vraiment le hasard qui veut ça. Aujourd'hui, il travaille à Francfort, il travaille chez Géodis et il parle anglais toute la journée. Et le retour à la langue, pour lui, c'est une nécessité justement de résistance dans un monde qui l'écrase, dont il aimerait sortir, et il est un peu pris au piège de ce monde, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et voilà, il s'exprime en picard, c'est sa bouée de sauvetage. Et ça, j'avais vraiment très, très envie de l'éditer et de donner une image, voire provocante, à travers la langue picarde. Donc, est-ce que je suis encore dans le patrimoine? Je ne suis pas certain. Ce qui est certain, c'est que la langue qui est utilisée est une langue patrimoniale. Et ça, c'est vraiment là où je voulais en arriver. Ensuite, bon, je ne veux pas non plus faire défiler toutes mes couvertures de bouquins. Dans ma démarche éditoriale, j'ai aussi voulu avoir quand même à chaque fois des couvertures soignées. Voilà, Élie Larvan, par exemple, c'est un auteur qui a été redécouvert. Élie Larvan est un auteur denaisien. Alors à Denain, on a Jules Mousseron, les étudiants ne savent plus qui c'est, donc on a le droit de ne pas savoir qui c'est Jules Mousseron aujourd'hui. C'est celui qui avait inventé le personnage de Cafouniette, hein, l'auteur emblématique du bassin minier. Et il n'y a pas très longtemps, on a retrouvé dans les archives de Élie Larvan son petit-fils qui faisait une thèse sur son grand-père. Alors, c'est un drôle de personnage, Élie Larvan. Il faisait partie des étudiants de la Bible. Hein,
C'était un religieux, c'est un mouvement religieux américain messianique, je crois. Et Élie Larvan, qui était un espèce de pasteur très austère, écrivait aussi en picard. Et pourquoi Rindalden dans les atomes? Parce que Rindalden, c'est le nom du personnage. Et dans les atomes, c'est qu'en 1945, Élie Larvan a écrit un texte en picard sur la bombe atomique. Donc, la bombe atomique a explosé, je ne sais plus, début août, je crois que le 8 août, Élie Larvan écrivait un texte en picard sur la bombe atomique. Il y a une modernité dans cette langue. Il y a une façon de l'utiliser également pour dédramatiser la réalité qui me paraît aussi caractéristique. Alors, je ne sais pas dans les autres langues de France si c'est comme ça, mais là, c'est vraiment le cas. Et ce bon sens populaire, cet esprit de subversion dont parlait Philippe, je trouve que la plupart des auteurs l'utilisent et le mettent en avant. Voilà. Bon, enfin, après, je ne veux pas non plus monopoliser la parole, donc s'il y a des questions, je veux bien aussi y répondre, pour ne pas faire un monologue. L'éditorial est tout à fait le reflet de vos convictions. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas cherché non plus à créer une maison d'édition qui s'appellerait autrement que moi. Voilà, c'était mon engagement. C'est clair, on sait ce que je pense, on sait là où je veux aller, mais ça ne m'empêche pas d'avoir toute liberté de travailler avec toute personne. Bon, là, c'est un recueil de slam en picard également. Cyril Crieur, donc, qui est un roubaisien, qui a écrit du slam, qui fait du graphe. Mon premier livre, pardon, c'est celui-là. Le premier livre en picard que j'ai publié, c'était J'ai tout dit depuis les bobets, de Michel meurt de soif. Alors en vérité, j'ai rien inventé parce que j'ai repris un ouvrage qui avait déjà été publié chez La Nuit Myrtille, chez Dimitri Vazemski, qui avait utilisé ce format. Et il avait déjà publié Michel meurt de soif. Alors, ce n'était pas le même bouquin, évidemment, parce que je n'ai pas republié le bouquin de Vazemski, mais je me suis inspiré, j'ai lancé une collection. Vous voyez, les bouquins se ressemblent tous. À un certain moment, j'ai voulu lancer une collection de livres qui auraient tous le même format. Bon, puis après, je suis passé à autre chose. Voilà, après, je voulais un autre format, parce que je trouvais que les textes étaient un peu trop serrés. Et puis, il y a une contrainte technique quand on publie en picard, et ça, Philippe le sait bien aussi, c'est qu'aujourd'hui, on doit publier en bilingue. On ne peut plus se permettre de publier des livres uniquement en langue régionale. Donc, il faut aussi qu'on ait un format qui permette de donner de la place au texte pour respirer et d'avoir un confort de lecture entre le français et la langue régionale. Alors, combien d'ouvrages vous publiez en moyenne chaque année et quelles sont vos dernières publications? C'est variable, j'ai envie de dire entre 2 et 4. Alors, ça dépend évidemment de la taille de l'ouvrage. Betsom, Terre nourricière, qui est un gros livre qui fait 250 pages, qui coûte 30 €, c'était un gros boulot. Donc ça, on en fait un par an. Après, des livres plus faciles, voilà, une petite pièce de théâtre, c'est pas trop de travail. Élie Larvan, ça m'a pris 3 mois peut-être de travail. Voilà, donc entre 2 et 4 par an, selon les opportunités, selon les rencontres. Je ne me suis pas fixé de cadre particulier. En général, les livres ne sont pas des commandes, les livres viennent à moi. On me connaît, ceux qui me connaissent me proposent des choses à publier, et puis bon, je les accepte ou je les accepte pas. Je leur dis simplement, j'ai pas le temps. Et sur les dernières publications, quelles sont vos nouveautés? Les toutes nouveautés, c'est ce que le Picard Histoire d'un patrimoine vivant, qui est un petit catalogue d'expositions qui présente l'histoire de la langue. À ma connaissance, d'ailleurs, c'est le seul livre qui présente l'histoire de la langue. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. On peut grand public de vulgarisation qui a été fait par une universitaire de Valenciennes. Bon, c'est 2 bouquins, donc vraiment, ceux-là, ils me paraissent importants à mes yeux. Ils sont vraiment une certaine provocation. Et ce qui est intéressant chez Régis Le Cieux, c'est que c'est quelqu'un qui a réappris la langue. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a hérité. Voilà, il a eu cette démarche volontaire de réapprendre le picard et à un moment d'écrire en picard. Ce n'est pas sa langue maternelle du tout. Et je vous dis, il bosse en anglais tout le temps. Et ça donne quand même une approche c'est la modernité de la langue, elle est aujourd'hui chez lui. Alors, comment a été reçue cette provocation que vous assumez?
Ben, il n'a pas été menacé, donc ça s'est plutôt bien passé, je pense, hein. Après, il faut aussi voir autre chose, hein. Publier un livre en picard, ça c'est une question beaucoup plus générale, c'est un débat qui sera lancé. Publier un livre en picard, c'est-à-dire l'auteur sait très bien que son livre ne sera pas diffusé et que la promotion en sera très compliquée également. On a quand même encore une mauvaise image de marque. La plupart, qui fait l'effort de lire du Picard? C'est souvent ce que je dis aux auteurs, hein. C'est un acte militant aujourd'hui d'écrire en Picard. Surtout d'écrire en Picard des choses contemporaines, puisque 100% des auteurs sont francophones et 100% des lecteurs sont francophones. Donc, qui va lire ça? Qui va se lancer là-dedans, dans la critique? Vous voyez, donc, c'est des livres, tout compte fait, qui sont assez confidentiels. Ils existent. L'intérêt, c'est de les faire exister. C'est qu'au moins, il y a un dépôt légal qui soit fait, c'est qu'il soit mis sur un catalogue, qu'il soit commandable en librairie. Après, voilà, on n'a pas derrière un réseau assez important. Pardon ? À combien d'exemplaires est-ce qu'ils sont tirés? Ce sont des tout petits tirages, hein, 120 exemplaires. 120 exemplaires, pas plus, hein. Alors que les livres patrimoniaux que je vous ai montrés auparavant, le livre sur les jeux traditionnels, c'est 3000 exemplaires. La baie de Somme terre nourricière sur les produits de la baie de Somme, c'est pareil, c'est 3000 exemplaires. Ces livres-là, qui sont des livres militants, sont beaucoup moins bien tirés. Ceci dit, je reviens sur celui-là, je l'ai tiré à 2000 exemplaires, je les ai quasiment tous vendus. Mais parce que c'est plus traditionnel, ça correspond peut-être plus à l'esprit de ce qu'on attend, c'est-à-dire c'est marrant, c'est rigolo, c'est bien écrit, hein. Si je l'ai fait, c'est que je voulais le faire, ce bouquin, hein. Mais on est quand même dans un esprit plus ouvrier, plus bassin minier, plus dans l'esprit de Jules Mousseron, de Cafougnette. Et le public qui a acheté ça, je pense, était un public assez traditionnel. Donc, il faut trouver un nouveau public en langue picarde. Et ça, je vais rejoindre encore une fois Philippe, ça ne passera que par l'enseignement de la langue. À un moment, on n'aura plus de lecteurs, sinon on n'aura plus de personnes capables de le lire. Donc, il y a toute une dynamique, ça peut accompagner une dynamique. En même temps, éditer des livres en langue régionale, c'est aussi montrer qu'il y a des créateurs. Même si la langue n'est pas soutenue, ou pas assez, elle continue quand même de produire malgré elle. Et ça, depuis maintenant pas mal d'années, hein. Alors, si je veux repasser... Pardon ? Grand public. Donc, il y a ces livres qui sont plus grand public et qui permettent à ces livres en picard d'exister. Oui, clairement. Le livre sur les jeux d'estaminets, oui, ça se vend bien. C'est un livre qui trouve son public, qui se vend. Il y a pas mal de points de vente. Je n'ai pas de problème pour le diffuser. Parce que on sait bien que dans le Nord, il y a plein d'estaminets avec des jeux traditionnels, donc il y a tout un réseau de vente, hein. Alors, une question que je vous ai adressée sur le chat, est-ce que le livre lu vous semble un format intéressant à exploiter? Le livre lu, c'est-à-dire le livre audio? Oui, je pense que oui. Oui. Comment peut-on gérer le bilinguisme? C'est un peu ma question dans ce cas-là. Le podcast dont parlait Dominique tout à l'heure, c'est pas mal. C'est quelque chose certainement auquel il faudrait réfléchir. Le livre sous forme électronique qui permettrait d'avoir également l'audio, ça serait assez chouette. Mais je pense surtout aujourd'hui qu'il faut voir des livres en langue régionale pour les enfants. Je pense que c'est là où il faudrait travailler. Parce qu'il y a probablement des tas de parents qui aimeraient bien que leurs enfants aient une identité, hein. On a tous maintenant une identité française, européenne, enfin, je crois que c'est assez clair, quoi. On ne vit plus comme au 19e siècle. Et le besoin aujourd'hui, l'identité régionale, locale, elle est choisie, quoi. C'est quelque chose qu'on choisit. Je peux très bien vivre toute ma vie sans jamais parler un mot de ch'ti. Ce n'est pas un problème. Je n'en ai pas besoin dans ma vie de tous les jours. Je peux l'oublier complètement. Et si j'y adhère, c'est que j'ai aussi mon histoire personnelle. J'habite sur un territoire. Alors, Pierre Garnier disait quelque chose que je répète régulièrement aux étudiants. Il disait « Je suis citoyen du monde, mais je ne suis pas apatride ». Donc, effectivement, on est tous citoyens du monde, quelque part, mais on est aussi de quelque part. On est aussi né ici. Et on a peut-être un nom de famille, on habite dans un lieu qui a un nom particulier, il y a cette littérature, il y a une architecture, il y a une biodiversité, il y a des tas de choses qui nous attachent à un territoire et ce n'est pas exclusif des autres.
Et donc, ça passera par les parents, il me semble. En tout cas, moi, je prendrais ce pari de faire aujourd'hui de l'édition pour enfants en langue régionale. Il me semble que ça serait une priorité, que là, on pourrait trouver un public. Après, il faut aussi quand même qu'il y ait des éditeurs qui fassent ce boulot militant de publier des livres d'auteurs qui autrement ne trouveront peut-être pas d'éditeurs. Voilà. Et ça, et puis aussi d'auteurs, d'éditeurs qui aient cette compétence. Bon, Philippe là, j'espère l'avoir un peu, aussi de les guider dans la langue, de les guider dans des questions de graphie, parce que voilà, comment est-ce qu'on écrit en picard, de les sécuriser. Ça, c'est un peu mon job, c'est un peu ma spécialité, de dire, ben, écoute, là, voilà, il y a des mots, ça, c'est pas tout à fait ça, tu peux peut-être améliorer tu peux peut-être faire plus authentique, de donner des conseils. Je peux dire que là-dessus, j'essaie de faire un vrai boulot d'éditeur en accompagnant mes auteurs. Et donc, ces livres pour enfants en Picard, c'est un projet sur lequel vous êtes déjà, enfin, vous travaillez déjà dessus. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de projet particulier sur des livres pour enfants en Picard. Donc, c'est dans la discussion là maintenant qu'on en parle, quoi, que ça me vient à l'esprit. Moi, je continuerai d'éditer des textes d'auteurs qui me paraissent intéressants, hein, qui viennent vers moi ou que je connais. Parce que, encore une fois, éditer, ça veut dire sauvegarder des textes. Moi, c'est ce qui me paraît très important aujourd'hui. Et c'est continuer de pouvoir dire, eh ben, on édite de la littérature en picard. Et ça, c'est fondamental pour, pour la survie de la langue. Des livres pour enfants, je dis il faudrait le faire. Après, je ne dis pas que je vais le faire parce que c'est un gros boulot, puis c'est un métier que je n'ai pas encore fait aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si je me lancerai là-dedans. Là, vous avez des livres pour enfants en flamand devant vous. Voilà, qui ont été faits, mais un peu à l'occasion, parce j'ai travaillé avec une école à Esquelbec, et que, comme Esquelbec, c'est en zone flamande, ils voulaient faire un livre. Je leur ai dit, bah, faites-le en flamand aussi. Et il y avait un enseignant de flamand. Donc voilà, on a fait 3 livres pour enfants en flamand, puisque bah, le flamand, c'est l'autre langue régionale des Hauts-de-France, et que je suis très attaché au flamand également, autant qu'au picard. Merci beaucoup, Olivier, et toutes mes excuses parce qu'on a un peu débordé sur le temps. Je vous propose de toute façon de prolonger entre vous s'il y a des messages pour les uns et les autres, on passera. Merci à nos 5 éditeurs et merci à vous d'avoir suivi ces rencontres dans lesquelles je prends un énorme plaisir parce que je me rends compte à quel point notre région est pleine d'initiatives, de forces, d'idées. Et en fait, j'en sors à chaque fois bien régénérée. Merci à tous et passez une bonne journée.